Louis. Une fois que l'on sait, que l'on accepte la réalité que recouvre l'inceste, qu'est-ce qu'on fait? Comment on aide les enfants des voisins, ceux que l'on croise à l'école de notre enfant, ou cette amie qui n'en a jamais parlé, mais dont on pressent qu'elle aussi, elle a peut-être subi des violences? C'est pour essayer de donner des outils que nous avons enregistré cette table ronde grâce au soutien de la Fondation Kering. Je suis Charlotte Pudlewski et pendant cette conférence, vous m'entendrez échanger par Zoom avec Isabelle Aubry, fondatrice et présidente de l'AIVI, la psychiatre Muriel Salmona et la défenseuse des droits des femmes et des enfants, Eva Thomas. Merci encore de l'attention que vous portez à ce sujet. Bonne écoute. Alors merci à tout le monde d'être là en ce samedi après-midi. Merci de prendre le temps pour vous interroger avec nous sur les actions concrètes qu'on peut mettre en place face à l'inceste. Moi, pour me présenter, je suis Charlotte Pudlewski, donc je suis cofondatrice du studio de podcast Louis Média. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je suis l'autrice du podcast Ou peut-être une nuit, qui est consacré à l'inceste et au silence qui l'entoure. Je vais commencer par remercier la Fondation Kering parce que c'est grâce à eux qu'on peut organiser cette table ronde aujourd'hui. C'est eux qui nous ont apporté leur soutien aussi sur le podcast Ou peut-être une nuit. C'est assez inestimable, je dois dire, que des acteurs privés prennent comme ça à bras-le-corps des problématiques sociétales très importantes et pas forcément toujours faciles à défendre. Je voudrais redire que la Fondation lutte depuis 2008 contre les violences faites aux femmes et s'engage dans la prévention des violences sexuelles. Elle a permis la création d'une nouvelle unité pour les victimes d'inceste à la Maison des Femmes de Saint-Denis et c'est dans ce cadre-là qu'elle soutient la série Ou peut-être une nuit, le podcast, et qu'elle a permis cette table ronde qui est donc enregistrée, d'où nos petites organisations avec les micros et les claps, et qui deviendra donc un guide audio qui sera diffusé dans le flux d'Injustice à la suite du podcast. Donc pour cette table ronde aujourd'hui, j'ai avec moi 3 femmes que j'ai interviewées pour le podcast et qui agissent chacune au quotidien pour lutter contre les violences sexuelles. Je leur poserai des questions qui sont les miennes, celles que vous m'avez déjà envoyées par mail pour certaines, et je pourrai lire celles qui sont dans le chat dont vous avez déjà compris le fonctionnement puisque je vois qu'il y a déjà quelques messages. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la conversation à nous poser les questions que vous voulez, quelles qu'elles soient. Simplement, c'est moi qui vais les lire et non pas vous qui allez les prononcer parce qu'on enregistre et que nous, on a des micros et pas vous. Et donc, si on veut que ça s'entende, il faut que ce soit nous qui parlions dans les micros. Donc nous avons d'abord avec nous aujourd'hui Isabelle Aubry, qui est dans son petit village donc de 50 habitants, qui est fondatrice et présidente de l'AIVI. Isabelle, vous avez fondé en 2000 donc cette association internationale des victimes de l'inceste. Vous militez pour l'insertion de l'inceste dans le code pénal comme un crime spécifique et imprescriptible. Vous êtes aussi autrice de plusieurs livres, dont La première fois j'avais 6 ans, qui est votre premier livre témoignage dans lequel vous racontez les violences dont vous avez été victime petite. Ou encore d'autres livres comme, je pense que ce sera une ressource pour beaucoup de gens aujourd'hui, Être parent après l'inceste, que je vous invite à consulter puisque je sais que pas mal de gens ont des questions autour de ça. On a aussi avec nous Muriel Salmona, que vous avez entendu à plusieurs reprises dans le podcast. Muriel qui parle notamment des conséquences traumatiques de l'inceste dans la série. Muriel, vous êtes psychiatre et présidente et fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Et puis vous êtes aussi autrice de plusieurs livres, dont un livre noir des violences sexuelles et un que sais-je sur le harcèlement sexuel également. Et puis enfin, nous avons avec nous Eva Thomas, qui est la première femme à avoir parlé d'inceste à visage découvert à la télévision française. C'était en 1986 et vous avez raconté le viol commis par votre père. Vous êtes une défenseuse des droits des femmes et des enfants. En 1985, vous avez fondé l'association SOS Inceste à Grenoble. L'association se bat notamment pour inscrire le non-consentement d'une personne de moins de 15 ans dans la loi. Et vous avez encore aujourd'hui une activité de militante politique sur ces sujets-là. Et puis vous avez aussi publié plusieurs livres, dont en 2004, Le sang des mots, les victimes, l'inceste et la loi.
Donc je pense que pas mal de personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui ont écouté le podcast, mais je veux quand même rappeler que si le sujet nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment parce que ça concerne 5 à 10% de la population, et donc c'est massif, et ça veut dire aussi que tout autour de nous, nous avons tous des proches ou des connaissances qui sont victimes d'inceste ou qui l'ont été par le passé. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec cette table ronde, c'est essayer de trouver un petit peu des outils concrets, des ressources pour vous, pour agir, pour comprendre, mais d'être un petit peu dans le concret. Donc ma première question, elle sera peut-être pour Muriel Salmona. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous avoir demandé, face à un enfant, comment est-ce qu'on repère les signes qui indiquent qu'il ou elle est victime d'inceste? Alors, donc merci de m'avoir invitée. Je suis heureuse d'être parmi vous. Alors, il peut y avoir des signes, tout comme on peut passer aussi à côté de pas mal de situations d'inceste, parce que justement, les signes que l'on pourrait repérer ne seront pas apparents. Donc, je voulais dire déjà dans un premier temps que on a toujours le risque en prenant cette façon de faire, de repérer des signes, de passer à côté de pas mal de victimes d'inceste. Et que le meilleur moyen, quand même, dans l'ensemble, c'est toujours de poser des questions très fréquemment. C'est le dépistage universel. C'est aux enfants de poser régulièrement des questions pour savoir s'il leur est pas arrivé quelque chose, si il y a pas quelque chose qui les perturbe, si elles ont pas quelque chose à dire qui leur est arrivé, qui est douloureux, difficile, si en employant pas mal de termes. Alors sinon par rapport aux symptômes, c'est vraiment souvent des changements de comportement, des troubles du comportement, des souffrances qui apparaissent avec des comportements qui peuvent être de retrait, phobiques, anxieux, des idées suicidaires, mais ça peut être aussi des angoisses de séparation, des troubles du sommeil. Il y a beaucoup de symptômes, hein. Ça peut être aussi des troubles alimentaires, des conduites à risque aussi, toute une souffrance, une dépression qui se met en place, et puis pas mal de symptômes aussi somatiques qui peuvent être de l'ordre de douleurs chroniques, mal au ventre pour les enfants particulièrement, mal à la tête, se plaindre d'anxiété, avec des palpitations, des troubles cardiovasculaires, mais aussi gynécologiques. Ça peut être aussi des comportements un peu régressifs pour les enfants qui en fait se mettent à faire pipi au lit alors qu'ils ne le faisaient plus, avec des encompressies aussi. Donc il y a plein de symptômes de souffrance en fait particulièrement, ou de comportements aussi qui peuvent changer. Avec une sorte de basculement où les enfants deviennent se mettent en retrait, phobiques, ou sont très irritables, envoient balader tout le monde, peuvent avoir aussi des comportements violents vis-à-vis d'autres, agressifs, et puis aussi tout ce qui est comportement sexualisé, de façon totalement inappropriée pour un enfant, avec des gestes, des propos, des façons d'être qui traduisent quelque chose de sexualisé, alors que c'est totalement, effectivement, pas du tout de leur âge. Donc c'est tous ces éléments-là qui doivent alerter. Mais je le répète, il faut absolument être attentif à ces enfants sur ce qui peut leur arriver, et donc communiquer avec eux et leur poser régulièrement des questions. Et alors justement sur ça, et ça va dans le sens d'une question qu'on reçoit là sur le chat, comment on fait pour poser des questions, mais en même temps ne pas surangoisser l'enfant si il ne lui est rien arrivé. C'est-à-dire que on a reçu des questions de parents qui disent que eux-mêmes, pour différentes raisons, sont très angoissés sur ces sujets-là. Ils veulent pas transmettre leurs angoisses ou leurs phobies à leurs enfants. Et du coup, comment on fait pour trouver le bon équilibre entre poser des questions sans rendre son enfant parano, qui est une crainte qui est formulée en tout cas dans les questions? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut justement ne pas réduire les choses à sa propre problématique ou à sa propre anxiété quand on est parent, mais les mettre en perspective avec une situation où il est fréquent que les enfants puissent subir
des violences. Bon, les enfants, ils savent qu'il peut arriver pas mal de choses. Dans tous les livres, on montre des enfants qui sont confrontés à des situations de violence, qui sont confrontés à des situations de danger. Et du coup, c'est de se préoccuper d'eux. Et plus particulièrement, ce qui souvent fonctionne bien, c'est par rapport à un livre, par rapport à un film, un dessin animé, poser des questions, dire « Et toi, est-ce qu'il t'est pas arrivé quelque chose ?» Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que si on le fait fréquemment, et si on dit que il est normal de le faire à tous les enfants parce qu'on se préoccupe de ce qui leur arrive, ça devient quelque chose qui est pas angoissant parce que ça se répète, ça se dit. Et puis pour l'enfant, il est évident qu'il pourra parler puisque ses parents, ses proches veulent savoir ce qui lui arrive. Voilà. Alors bien entendu, tout ça, ça doit s'accompagner aussi d'informations plus générales sur les violences. Et ça, il faut que vraiment les enfants soient informés à l'intérieur de leur famille, mais il faut qu'ils soient informés aussi à l'école que les violences existent, qu'ils ont des droits, qu'on ne doit pas leur faire de mal, que aussitôt qu'il y a quelque chose qui les gêne, qui les perturbe, qui est douloureux pour eux, qui occasionne des souffrances ou un malaise, il faut qu'ils puissent parler et qu'on va les écouter. Donc il faut qu'ils soient suffisamment persuadés, parce que ça vous le savez, très peu d'enfants arrivent à parler, ils mettent beaucoup de temps, suivant les études, on le voit, c'est au moins 12 ans jusqu'à 16 ans pour arriver à parler. Il y en a que, là, la dernière enquête qu'on a faite, c'est 69% qui arrivent à parler au bout de 12 ans. Mais dans les 3/4 des cas, il va pas y avoir de conséquences. Donc, il faut qu'ils soient aussi suffisamment rassurés, suffisamment en sécurité pour se dire qu'on va les croire, suffisamment aussi... en fait, faut qu'ils aient aussi possiblement les mots pour parler, parce que souvent les enfants disent que s'ils n'ont pas parlé, c'est parce qu'ils n'avaient pas les mots, ils savaient pas. En plus, ils avaient honte. Il y a cette confusion entre violence sexuelle et sexualité, comme si c'était de la sexualité, qu'on ne parle pas de sexualité avec ses parents. Or, c'est de la violence, et ça, de la violence, on parle avec ses parents. Donc, de mettre les mots, et on y reviendra peut-être, mais justement de faire très attention que les mots ne soient pas les mots de violence sexuelle ne soient pas sexualisés ou inappropriés, avec le terme de caresse par exemple, qui du coup sont très gênants, mais qu'il faut que les enfants aient des mots où c'est plutôt on m'a touché à un endroit où on devait pas me toucher, qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit en termes de vraiment de termes appropriés aux violences et pas à la sexualité. Ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment séparer les choses. Et juste pour bien clarifier là-dessus, vous pensez qu'il n'y a pas de risque de rendre son enfant trop angoissé ou trop paranoïaque en lui posant trop de questions si lui-même va bien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque, c'est que l'enfant soit seul avec des violences. C'est quand même 1 fille sur 5, un garçon sur 13 qui subit des violences sexuelles, au moins, parce que c'est un chiffre certainement très sous-estimé. Que les enfants, de toute façon, ils sont confrontés à des situations, je vous l'ai dit, de violence. Ils savent ce qu'est la violence très tôt, très jeune, avec tout ce qui les entoure, et puis surtout même tous les livres qu'ils peuvent lire. C'est-à-dire que les enfants, ils ont besoin d'avoir l'impression d'être comme les autres. Et si on leur dit, mais tu peux être comme les autres, puisque je veux dire, ça arrive à beaucoup d'enfants. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple aussi pour eux de pouvoir parler ou de ne pas être angoissés. Et puis, c'est aussi se dire que les enfants, tout comme vous le disiez tout à l'heure au tout début, ils sont entourés d'enfants à qui c'est arrivé et ils peuvent avoir quelques éléments pour comprendre qu'est-ce qui se passe, ou avoir aussi été en contact avec des enfants qui ont subi à l'école, dans la cour de récré, des actes, des violences sexuelles auxquelles ils ont pu assister. Donc, on peut pas les protéger de ça. De toute façon, c'est systémique, c'est là, c'est présent, et au contraire, il faut qu'ils puissent avoir une lecture la plus juste, la plus vraie, la plus appropriée par rapport à ce qui est la réalité pour eux, pour qu'ils puissent vraiment avoir les mots pour le dire et avoir confiance dans le fait qu'ils peuvent en parler. Les enfants, la première personne à qui ils parlent, c'est dans la famille. Donc c'est effectivement, et les deuxièmes personnes à qui ils parlent, c'est à peu près équivalent, c'est les amis et les professionnels de santé. Donc il faut aussi que les professionnels de santé posent aussi systématiquement des questions et donnent des outils
pour que les enfants puissent parler. Alors justement, on a une personne qui est infirmière en crèche qui nous demande comment on fait pour les tout petits, ceux qui ne peuvent pas encore parler, puisqu'on sait que il peut arriver que les violences commencent très très tôt. Avec les tout petits, comment est-ce qu'on fait pour savoir ? Alors avec les tout petits, effectivement, s'ils sont, alors déjà dès qu'ils parlent, on peut quand même, on peut demander, on peut poser des questions sur on t'a fait bobo, on t'a fait du mal, mais avant, il y a quelque chose, voilà. Bon, si c'est avant le langage, si c'est vraiment des tout petits, là on va plutôt se reposer sur des troubles du comportement de l'enfant, le fait qu'il soit trop agité, très anxieux, avec des troubles du sommeil et des troubles alimentaires, soit au contraire complètement amorphe. Hein. Les violences entraînent ce qu'on appelle des dissociations traumatiques où les enfants sont complètement déconnectés, anesthésiés, donc avec des troubles du contact. Et là, faut se préoccuper aussi de voir, par exemple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un enfant qui a subi des violences sexuelles, quand on le lave, quand on le change, quand il doit aller faire pipi sur le pot, etc. Là, on peut vraiment percevoir qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un problème, exactement par rapport aussi aux phobies, des enfants qui ont très peur de certaines situations, très peur face à certaines personnes, très peur face au fait d'être d'un seul coup tout seul, des angoisses de séparation très importantes. Tout ça, ça doit alerter. Voilà, et du coup d'essayer de comprendre. Et puis bon, après, il y a possiblement, si c'est un médecin, si c'est aussi des signes, des signes d'irritation, des choses qui peuvent alerter effectivement dans le cadre corporel. Et alors j'ai reçu de nombreux témoignages. En tout cas, ce qui est important. Pardon, j'ai reçu de nombreux témoignages de parents qui se disent mais est-ce que c'est possible que mon enfant ait vécu quelque chose ou vive quelque chose à l'avenir et ne m'en parle pas? Si moi j'ai vraiment envie de savoir, Isabelle Aubry, est-ce que dans le cadre de l'AIVI, vous avez rencontré des parents comme ça qui avaient peur qu'il arrive des choses à leurs enfants et que l'enfant parle pas, alors même que les parents disent avoir envie de savoir? Bonjour, merci Charlotte pour votre invitation déjà et merci aux gens qui sont là de nous écouter. Ça fait plaisir qu'on puisse parler de ce sujet de l'inceste. Le questionnement en fait par rapport aux parents, nous l'avons déjà abordé il y a plusieurs années. Alors quand il s'agit de parents qui ont eux-mêmes été victimes d'inceste, quasiment tous ces parents-là se questionnent. Déjà, il faut le savoir, ça fait partie de leurs premières angoisses. C'est est-ce que déjà je vais être un bon parent et est-ce que moi-même je ne vais pas reproduire l'inceste. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a on a fait un congrès sur ce sujet et qu'on a écrit un livre sur ce sujet. Ensuite, la question... Est-ce que c'est possible que mon enfant ait vécu quelque chose ou vive quelque chose à l'avenir, que j'essaye de le faire parler et qu'il ne m'en parle pas? Est-ce que c'est possible, en fait, quand on a vraiment envie de voir, de quand même pas voir? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Les enfants, en fait, je voudrais apaiser les choses parce que c'est surtout les adultes qui ont des tabous vis-à-vis de l'inceste. Parce que nous, adultes, nous avons intégré ce tabou, alors que les enfants, non. Ils ne l'ont pas intégré. Et nous, on a pu le constater à chaque fois qu'on a fait des interventions auprès des enfants. Nos bénévoles se demandaient, mais comment je vais faire pour leur parler de l'inceste? C'est un sujet tellement grave. Nos bénévoles étaient, je dirais, presque angoissés eux-mêmes. Et finalement, on leur disait avec l'habitude, mais t'inquiète pas. Quand tu vas parler du sujet, les enfants, eux, ils n'ont pas le tabou, donc ils vont te questionner et eux, ça leur fait pas peur. Donc parler de l'inceste à un enfant, finalement, je dirais que c'est très simple, tant qu'on lui transmet pas sa propre angoisse, voyez. Donc c'est-à-dire que on parle simplement, de façon pragmatique. Par exemple, moi j'en ai parlé à mon enfant, je lui ai dit voilà, l'inceste, voilà ce que c'est avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de sa famille, c'est complètement interdit. Et toi, personne n'a le droit de te toucher, et même pas moi. Et alors à quel âge vous lui en avez parlé? Et comment est-ce que vous lui avez raconté votre propre histoire? C'est lui qui est venu, je travaillais sur mon ordi, tout simplement sur le sujet de l'inceste. Il m'a posé la question, qu'est-ce que c'est l'inceste?
Il avait quel âge? 10 ans. Il avait 10 ans. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Et voilà, et ça s'est passé très simplement parce que moi aussi, j'étais apaisée dans mes explications et dans mon comportement. Voilà. Après, si un enfant ne veut pas parler, c'est souvent une question qu'on a de la part des professionnels quand on prône le questionnement systématique. On a des professionnels qui nous disent, mais oui, si on questionne systématiquement, on va mettre les gens dans l'angoisse, etc. Oui, mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir la réponse? C'est toujours ça, là. C'est toujours ça qu'il faut se demander. Si vous questionnez sur l'inceste, êtes-vous prêt à recevoir la réponse? La victime, si elle sent que la personne d'en face n'est pas prête à recevoir la réponse, elle va se taire. Souvent. C'est pour ça que, selon notre premier sondage réalisé en 2010, on a pu isoler que les victimes parlaient à peu près 16 ans après les faits. Voilà. Mais on sait aussi qu'elles ont essayé de parler avant. Et dans 84% des cas, elles se sont, entre guillemets, fait renvoyer dans leurs 22 mètres. Par la famille, voilà, ce qui a renforcé leur déni en fait. Donc voilà, si on est prêt à entendre, si on est prêt à accueillir la parole, ça se passe bien. Pour moi, hein, c'est comme ça. Je sais pas ce qu'en pense Eva ou Muriel, voilà. Oui, non, ça c'est vraiment très important. On va en reparler. Il faut être prêt à accueillir la parole et savoir quoi faire aussi, ne pas être complètement sidéré par cette réalité, connaître la réalité des chiffres. Bon, on en reparlera et savoir quoi faire. Je voulais simplement aussi dire que bien entendu, que même si on pose des questions, l'enfant peut ne pas répondre parce que aussi il faut pas oublier que derrière il y a un agresseur et qu'il a des stratégies pour que l'enfant ne réponde pas. Il a des stratégies pour intimider l'enfant. Il a des stratégies où il va menacer l'enfant, où il va lui dire qu'il n'a pas le droit de répondre ou que c'est un secret. Donc, il faut aussi penser à dire, si jamais il faut que tu me dises les choses, même si on t'a dit de pas les dire, même si on te dit que c'est un secret. Il faut parler de la stratégie des agresseurs. Tu sais, les agresseurs, ils ont tendance à mentir. Ça, les enfants aussi savent ce que c'est que le mensonge, la manipulation. Vous savez, dans tous les contes pour enfants, il y a celui qui se fait passer pour un gentil, qui est en fait un très méchant et qui manipule pour obtenir quelque chose. Donc on peut expliquer à l'enfant que celui qui va vouloir agresser un enfant, il peut aussi s'approcher gentiment, raconter que c'est un jeu, raconter que c'est pour lui apprendre quelque chose, lui dire que c'est parce qu'il l'aime qu'il fait ça, etc. Que tout ça existe, mais que tout ça c'est faux. Donc c'est aussi important de parler non seulement de ce qui peut se produire, ce que l'enfant peut du coup subir, mais aussi parler de la stratégie de l'agresseur, comment il agit, qu'est-ce qu'il dit, et puis parler aussi de l'impact des violences. C'est-à-dire que il faut que les enfants sachent que quand on subit des violences, même s'ils sont informés, même s'ils sont préparés à savoir que ça arrive, ils vont pas, par exemple, pas pouvoir dire non, même s'ils savent que on leur a dit qu'on n'a pas le droit de toucher, etc. Avec un agresseur qui s'y prend bien et qui les sidère bien, je veux dire, ils vont pas pouvoir dire non, ils en auront pas la capacité. Enfin, ils pourront pas réagir, ils vont être soumis et que ça, il faut qu'ils le sachent parce que si on apprend à un enfant, tu peux dire non, tu dois dire non, même quasiment parfois, si jamais il peut pas dire non au moment des violences, eh bien du coup c'est lui qui va porter la culpabilité, qui va avoir honte, il va se dire que c'est moi qui ai pas fait ce qu'il fallait. Donc il faut aussi informer l'enfant que les adultes ou les plus grands qu'eux peuvent avoir des stratégies où ils vont les manipuler, ils vont falsifier la réalité, ils vont raconter, vraiment raconter plein de mensonges. Enfin, c'est tous ces éléments-là. Donc, c'est ces 3 éléments-là qu'il faut avoir en tête. Et ça, c'est très important. Et alors, Eva, vous, comment est-ce que vous voyez les choses sur ce plan-là et comment est-ce que vous avez appris à vos enfants à parler, si vous avez eu cette conversation vraiment concrètement de « il faut parler » et comment vous leur avez transmis votre histoire? Comment ça s'est fait de votre côté? Alors moi, c'est un peu une autre époque. Et donc, par rapport à ma fille, puisque j'ai une fille,
je lui ai passé des bouquins, surtout par des petits livres, des histoires, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire mon livre, elle savait pas très bien sur quoi je parlais, mais elle m'avait quand même vu dans des états, comment dire, de souffrance, puisque j'ai énormément peint, fabriqué des poupées, fabriqué des choses qui faisaient peur, etc. Quand je lui en ai parlé, enfin quand je lui ai expliqué, pour elle, ça a été tout d'un coup, tout ce qu'elle avait vu de ma souffrance a pris une vérité et donc ça l'a soulagée parce qu'elle comprenait pas pourquoi j'étais dans des états comme ça, quoi. Et c'est, comment dire, quand je lui en ai parlé, elle avait 15 ans. Mais avant, j'avais sorti des petits livres, les quelques-uns qui existaient à cette époque. Il n'y en avait pas beaucoup, alors que maintenant, il y en a un certain nombre. Et je pense que justement, les livres sont vraiment un outil intéressant pour discuter avec les enfants. Et c'est pas direct, c'est par l'image, par les histoires, etc. Donc, comme je pense que c'est peut-être plus facile pour les enfants d'entendre ça. Et moi, j'ai participé en 1987 aux expériences qui ont été faites avec les films Mon corps, c'est mon corps, qui venaient du Canada. On a fait des expériences de prévention des abus sexuels dans les écoles. À cette époque-là, c'était une expérience sur l'Isère et la Seine-Saint-Denis. Et en fait, d'abord, on prévenait les parents, on leur expliquait ce qu'on allait faire, parce que ça me semblait très important que les parents ne soient pas angoissés par ça, qu'ils aient vu le film et tout. Et ça s'est toujours très, très bien passé. C'est-à-dire que par rapport aux parents, ils acceptaient bien qu'on le fasse parce qu'on leur a... je sais pas comment expliquer, on a dédramatisé les choses, enfin ce que disait un peu Muriel tout à l'heure. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est que cette expérience qui a été faite donc en 1987, il y a eu un changement de gouvernement et ça s'est terminé. Donc on n'a plus fait de prévention, sauf quelques rares exceptions. Même si il y avait des défauts à ça, à dire, apprendre aux enfants à dire non, puisque comme le disait Muriel tout à l'heure, c'est pas l'idéal, mais en même temps, c'était un début pour permettre aux enfants de parler et pour leur permettre de le faire, enfin, dans un groupe classe. Ils sont ensemble, enfin, ils peuvent en parler entre eux. Et après, effectivement, c'est souvent en ayant parlé entre camarades qu'ils pouvaient après parler à un adulte. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce travail-là. Et alors justement, vous parlez des changements politiques qui ont entravé ce travail sur le plan de l'éducation nationale, de la formation, etc. Comment on fait quand on est, comme c'est le cas de certaines personnes là qui nous écoutent, quand on est infirmière ou quand on est enseignant, j'imagine que c'est difficile d'avoir le temps de demander à tous les enfants ce qui se passe chez eux, si tout va bien, etc. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui sont en contact avec des enfants ou des adolescents? Comment est-ce qu'ils peuvent les aider et recueillir leurs paroles? Déjà, j'étais d'accord avec tout ce qui s'est dit avant sur le fait qu'un enfant ne parlera que si la personne qui est en face est capable d'entendre sa parole. Je pense qu'on a un énorme instinct pour savoir si on peut parler ou pas. Enfin, en tout cas, quand j'étais, dans la période où moi j'étais jeune, etc., c'était pas possible de parler. C'est-à-dire que moi, quand j'en ai parlé au curé en confession, qui m'a dit oubliez ça, mon enfant, et après j'en ai plus jamais parlé, quoi. C'est-à-dire que c'était l'impensable et on n'en parlait jamais. On parlait pas de sexualité, on parlait de rien, et encore moins d'inceste, évidemment. Et je pense que c'est le grand bouleversement qui est si intéressant. Moi, maintenant, je veux dire que ça fait 35 ans que je vois l'évolution positive vers la parole.
Et je pense que c'est très réjouissant d'entendre aussi bien Isabelle que Muriel sur ce qui se passe dans la réalité avec les enfants. Et alors Muriel, sur ça, sur les professeurs, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour recueillir la parole? Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'un enfant dit qu'il a été victime, que ce soit, il y a plusieurs configurations possibles, mais si on a connaissance d'actes avérés, qu'est-ce qu'on doit faire juridiquement et qu'est-ce qu'on peut faire humainement pour aider ces enfants-là? Alors, suivant un petit peu le rôle qu'on joue en tant que professionnel, effectivement, il y a pas mal de. Je reprends un petit peu ce que disait Eva aussi et puis Isabelle. Il y a pas mal de brochures, de petits livres, etc. qui, par exemple, dans les écoles avec les CDI, etc. doivent être offerts aux enfants pour qu'ils puissent parler à partir de ça. Normalement, il y a des cours qui sont prévus dans le cadre d'éducation sexuelle, etc. Mais normalement, il y a des cours qui devraient être prévus pour informer sur les violences. Il y a des cours aussi sur le droit des enfants. Et c'est pas le cas aujourd'hui systématiquement. Non, malheureusement. Normalement, il devrait y avoir des cours sur le droit des enfants. On doit les informer sur leurs droits. Dans le cadre de ces droits, il y a le droit à l'intégrité physique et mentale et le droit à ne pas subir de violence, toute forme de violence. Et dans ce cadre-là, on pourrait informer les enfants. Donc, il y a plein de situations. C'est pareil dans le cadre primaire ou secondaire. Il y a beaucoup de cours où on pourrait aborder ce problème-là parce que justement, on étudie quelque chose qui est attrait. Et puis, il y a aussi tous les professionnels de santé qui sont vraiment pour toutes les victimes tout le temps. Elles disent que c'est vraiment leur premier recours, les professionnels de santé, après les très proches. Et du coup, faut que ça, c'est leur rôle. C'est-à-dire que subir des violences, particulièrement des violences sexuelles dans l'enfance, particulièrement incestueuses, parce que les conséquences sont encore beaucoup plus graves, c'est un problème de santé publique majeur, c'est des conséquences sur la santé très importantes tout au long de la vie. Donc, je veux dire, c'est le rôle des professions médicales de dépister ces violences, donc de poser des questions et d'informer aussi, de faire de la prévention et d'informer. Donc ça, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient des outils et il faut qu'ils en parlent. Et puis, si les enfants arrivent à parler, sont suffisamment en confiance pour parler, donnent des informations, ou si le professionnel a vraiment des doutes parce qu'il y a vraiment des comportements, par exemple très sexualisés, qui sont absolument des symptômes psychotraumatiques évidents, qui montrent qu'il y a une souffrance et que l'enfant va mal. À ce moment-là, il y a une nécessité de signalement. C'est-à-dire, c'est une obligation pour les professionnels de signaler. Alors pour les professionnels à l'éducation nationale, malheureusement on n'a pas obtenu que pour les professionnels, pour les médecins, cette obligation-là soit effective, si ce n'est pour les médecins scolaires ou les médecins hospitaliers, enfin tous ceux qui sont fonctionnaires ont cette obligation-là avec l'article 40. Mais ils peuvent signaler et donc pour tous ceux qui ne en dehors de ce secret professionnel qui persiste, il y a cette obligation de signaler. Si l'enfant parle de violences sexuelles directement, c'est-à-dire que si c'est pas des doutes qu'on a, mais si l'enfant révèle des violences qu'il a subies, c'est un signalement obligatoire immédiat au procureur de la République. C'est-à-dire qu'il faut appeler le procureur de la République, faut appeler la police ou le 17 si on veut. Mais en fait, c'est une obligation immédiate. Si on a des doutes, on a le 119, il y a les CRIP, parce qu'il y a les cellules de recueil des informations préoccupantes, le 119 qui permet de discuter avec des personnes pour voir un petit peu. Voilà. Dans l'éducation nationale, normalement, il y a la possibilité de faire remonter des informations préoccupantes avec tout un système, mais tout ce système-là, si on a des révélations, on a une obligation d'être sûr que les faits vont être en fait dénoncés directement auprès de la police ou du procureur. Et puis on a une plateforme maintenant, avec un chat où on peut discuter avec des policiers 24 heures sur 24, on les a formés en plus. C'est la plateforme sur les violences sexistes et sexuelles, qui est pas encore suffisamment connue malheureusement. C'est un chat, c'est-à-dire qu'on discute avec les gens et du coup on dit bah voilà, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je fais? Alors ça peut être l'enfant qui peut chatter, un adolescent, mais ça peut être une amie
qui se pose des questions, mais ça va être aussi un professionnel qui se pose des questions et qui du coup peut être téléguidé en quelque sorte. Et puis si jamais c'est une situation qui vient de se produire, là l'urgence elle est totalement absolue, c'est une urgence aussi médicale, enfin je veux dire c'est vraiment le 17 immédiatement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, moi, j'apprends que l'enfant sur le palier d'en face est victime de violence, qu'il me l'a pas dit directement, mais que j'ai des soupçons très très forts, donc j'appelle la police. Alors, si vous alors c'est toujours pareil. Si vous êtes vraiment pas sûr, vous avez des doutes, vous vous dites il se passe des choses bizarres. Vraiment, je me demande. C'est le 119. Si vraiment vous avez connaissance de violence, c'est-à-dire que si vous avez entendu des cris, si vous avez des éléments qui vous font que, vous avez été témoin de ces violences-là, soit parce que l'enfant les a révélées, soit parce que vous les avez entendues, vous avez vu des choses qui se sont passées. À ce moment-là, c'est police ou procureur de la République directement. C'est 24 heures sur 24, le parquet des mineurs. On peut faire un signalement 24 heures sur 24. Il faut rappeler aussi que le signalement, même pour les personnes qui ne sont pas mineures, donc un signalement est obligatoire pour les personnes mineures, pour les personnes handicapées et pour les situations de grande vulnérabilité qui peuvent être, par exemple, une femme enceinte, par exemple, on doit pouvoir. Donc c'est tous ces, en tout cas, c'est ces réflexes-là qui ne sont pas encore présent, puisque dans l'enquête qu'on a faite là de 2019, dans 69% des enfants qui ont parlé, donc il y a 69% des enfants qui disent avoir parlé, 3/4, ça n'a pas eu de conséquences, et au bout du compte, il y a eu que 12% de signalements pour les violences sexuelles en général et 15% pour les incestes. Donc il faut absolument que ce signalement soit connu et que les personnes aient ce réflexe-là. Alors du 17, mais ça peut être aussi, alors vous savez, c'est aussi le 112 avec un smartphone, et le 114 si on est dans une situation où c'est difficile de parler, etc. Pendant le confinement, ils ont vraiment beaucoup informé sur le 114. Mais il faut en tout cas informer immédiatement, signaler immédiatement les faits. Et alors vous, de votre avis de professionnel, la crainte que peuvent avoir un certain nombre de personnes au sujet du signalement, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe après l'enfant. Il va être envoyé à la DAS, en foyer, en famille d'accueil. Il va... Est-ce que comment vous voyez les choses? Et il y a parfois un manque de suivi quand même derrière après le signalement. Alors le signalement, c'est pour protéger immédiatement l'enfant. Enfin, c'est la protection. Donc normalement, c'est pour qu'il y ait une évaluation de la situation. C'est sûr qu'on peut pas contrôler tout ce qui va se passer. Parfois même on signale, on n'a même pas de retour sur ce qui s'est passé, si effectivement le signalement a eu un effet ou pas, si on est professionnel par exemple. Mais c'est pas parce que ça suit pas forcément qu'il faut pas le faire, et qu'il faut pas le refaire, et qu'il faut pas plus il y a de signalements, plus une situation, par exemple, va aboutir quand même à une protection. Alors c'est vrai que ça on en reparlera peut-être, que la justice est en faillite très importante par rapport à cette réalité-là, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas actionner tous les éléments. Et puis autre chose, c'est-à-dire qu'il faut absolument protéger l'enfant de l'agresseur, c'est-à-dire qu'il faut empêcher la réitération des faits. Ça, c'est vraiment aussi, souvent, les gens n'y pensent pas. C'est-à-dire que c'est un enfant qui révèle des faits, c'est-à-dire qu'il peut être violé le soir même. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir. C'est-à-dire que chaque viol, chaque agression sexuelle, c'est un traumatisme supplémentaire. Plus les violences sexuelles sont répétées, plus c'est grave, plus le risque est grave pour les enfants, plus d'autres enfants vont aussi possiblement subir ces violences. Donc il faut agir pour empêcher la réitération. Et du coup, dans le cas où on voudrait arrêter les violences le plus vite possible, est-ce qu'il n'y a pas une configuration où, par exemple, si on sait que, je reprends cet exemple de voisinage, que c'est le père qui fait subir des violences à l'enfant, est-ce que plutôt que d'appeler la police, ça peut avoir du sens d'essayer de dire à la mère de partir avec son enfant? Ou est-ce que c'est absurde comme idée? S'il y a un danger immédiat, on peut peut-être dire à la mère de partir avec son enfant, mais il faut quand même appeler la police, il faut quand même signaler les faits au procureur de la République. Il faut qu'il soit protégé, parce que c'est pas du tout une garantie de protection de partir. Encore faut-il qu'il puisse partir. Et puis
Et puis, ça ne nous dédouane pas de l'obligation de signaler. Enfin, je veux dire que, bien entendu, que c'est important de protéger, de donner de faire en sorte que les personnes qui subissent les violences soient protégées, mais ça ne dédouane pas le fait de devoir absolument signaler les faits. C'est la loi. C'est le signalement. On est obligé. Qui que ce soit qui a connaissance de violences sexuelles ou de violences, de toute forme de violences qui sont commises sur des enfants, se doit de signaler les faits. Sinon, il peut être traduit en justice. Enfin, je veux dire, il peut répondre du fait de ne pas l'avoir fait. Voilà. C'est le seul moyen aussi de pouvoir s'en sortir, parce que si tout le monde essaye, vous savez, ce qui peut être aussi catastrophique, souvent. Parfois, on voit des situations comme ça où les gens commencent à se dire qu'ils vont faire leur enquête, c'est-à-dire qu'ils vont se renseigner. Donc parfois ça peut être je sais pas, un professionnel qui va téléphoner à la famille pour avoir des renseignements, mais du coup il va tomber sur l'agresseur justement et puis il va donner des informations pour que, par exemple, toutes les preuves qui existent et qui pourraient être collectées, ça peut être par exemple des photos, parce que je veux dire, malheureusement souvent les enfants qui subissent des violences sexuelles sont filmés, sont photographiés, on les retrouve sur le net, sur l'internet. Donc tout ça, c'est pas aux personnes qui reçoivent la révélation de faire des enquêtes. C'est pas à elles de faire des enquêtes. C'est pas à elles de douter de la parole de l'enfant. Elles doivent croire l'enfant. À partir du moment où elles ont cette révélation, elles doivent absolument en référer à la police, aux forces de l'ordre. Et alors, on a une question sur le chat de quelqu'un qui demande si on peut pas être attaqué en justice pour un signalement. Et c'est notamment ce dont on parle un petit peu dans l'épisode 5 du podcast, et ce dont Patrick Jean parle, qui est journaliste, parle beaucoup dans son livre La loi des pères, qui est effectivement la manière dont on essaye de renverser dont les masculinistes en fait essayent souvent de renverser les situations et de faire passer les personnes qui font des signalements, que ce soit la mère ou que ce soit d'autres personnes, pour les personnes coupables, diffamantes. Ça peut être les médecins aussi qui peuvent être poursuivis parfois par les pères pour avoir signalé des agressions. Oui, alors ça, effectivement, ça c'est la stratégie du système agresseur qui essaye tout le temps d'intimider, d'empêcher que les faits soient dénoncés. Après, les choses ont beaucoup progressé, c'est-à-dire que les signalements maintenant, je veux dire, à partir du moment où on ne prouve pas que la personne a inventé les faits ou a menti, ou je veux dire, elle ne peut pas être poursuivie pour un signalement. En revanche, elle peut être poursuivie si elle n'a pas signalé. Il faut quand même remettre les choses à l'endroit. Pour les médecins, ils ont une levée du secret professionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent signaler les faits. Ils ont une obligation de protéger l'enfant, les médecins, donc ils doivent faire quelque chose. Alors parfois ils s'en sortent en hospitalisant, et du coup c'est les médecins hospitaliers qui vont signaler les faits au procureur de la République, parce que eux ils sont protégés par l'hôpital, alors que les médecins ils peuvent avoir. Alors c'est vrai qu'il y a eu vraiment une période où des médecins ont pu être poursuivis pour des signalements, ou ils se sont retrouvés avec le Conseil de l'ordre sur le dos par rapport à des signalements. Actuellement, c'est quand même théoriquement, ça n'arrive plus. Alors, je dis théoriquement parce que je veux pas m'avancer, mais enfin, je veux dire, le fait de signaler ne doit. Là, on a par exemple un médecin dans le chat qui nous dit médecin retraité. Alors effectivement, peut-être monsieur, vous pouvez nous dire de quelle date on parle, mais il écrit médecin retraité ayant repéré des comportements alarmants d'une enfant dans une classe, je n'ai pas été cru par l'institutrice ni par mon interlocutrice au 119 et j'ai été sermonné par le maire du village qui m'a interdit de m'approcher de l'école. Oui, ça, pour vous, ça n'arrive plus. Alors, moi, je ne dis pas que ça n'arrive plus. On peut.
on peut se retrouver confronté avec des situations comme ça, mais on ne peut pas se retrouver en fait avec une plainte en quelque sorte parce qu'on a signalé, c'est-à-dire puisque c'est l'obligation de signalement qui nous protège en quelque sorte. Et les médecins sont beaucoup plus protégés maintenant, c'est récent, hein, mais ils sont beaucoup plus protégés par rapport à ça. Et je veux dire, le Conseil de l'ordre là aussi fonctionne différemment. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est que par exemple une mère qui signale des faits par rapport à son enfant, qui lui rapporte des faits, vous savez, une mère séparée, après une séparation, un enfant revient de son week-end avec son père, et puis révèle des faits, et la mère les dénonce, donc signale les faits. Effectivement, si la justice, par exemple, n'agit pas, et que elle ne représente plus son enfant à son père, parce qu'elle veut protéger l'enfant, elle peut se retrouver avec une plainte pour non-présentation d'enfant. Et c'est vrai que j'ai encore des mères protectrices qui essayent de protéger leurs enfants, qui du coup ne remettent pas l'enfant au père que l'enfant a désigné comme son agresseur, et qui peuvent se retrouver condamnés pour non-présentation d'enfant. Ça, là, on est en train de batailler pour que ce soit plus du tout possible, et pour que surtout les plaintes soient beaucoup mieux prises en compte, qu'il y ait beaucoup moins de classements sans suite, parce que ça c'est le problème, c'est les 74% de classements sans suite, et que là aussi le classement sans suite ne soit pas considéré comme il n'y a pas eu de violence sexuelle. Le classement sans suite, ça veut dire maintenant il est de plus en plus motivé sur le fait qu'il n'y a pas eu suffisamment d'éléments pour qualifier les faits. Ce qui ne veut pas dire du tout que ces faits n'existent pas, et ça se retourne plus contre la victime. Mais avant, effectivement, ça pouvait se retourner contre les personnes protectrices. Et alors, je veux juste ajouter sur ça, puisqu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit « On a vu des dénonciations calomnieuses pour des signes qui portaient à confusion sur fond de manipulation de l'enfant qui ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il peut dire. » Je crois que ça, c'est vraiment rarissime. En revanche... Oui, ça, c'est rarissime. Voilà. C'est vraiment extrêmement rare. C'est toujours mis en avant. Oui. Alors après, il y a tout, ça fait partie des mythes catastrophiques qui circulent sur les fausses allégations. C'est la question du syndrome d'aliénation parentale. Le syndrome d'aliénation parentale, ça c'est bien expliqué dans vos podcasts, c'est-à-dire qui n'est pas du tout reconnu par la communauté internationale, qui a été créé par quelqu'un qui était promoteur de la pédocriminalité sur les enfants, en tout cas des relations sexuelles entre enfants et adultes. Effectivement, ça continue à circuler, mais comme circule par rapport au viol et à toutes les agressions sexuelles, toutes les violences sexuelles, une mise en cause a priori des victimes et des personnes qui essayent de protéger les victimes de toutes les celles. Donc ça, c'est vraiment le système agresseur qui reste encore extrêmement présent pour mettre en cause la parole des enfants, la parole des témoins et des personnes protectrices. C'est encore là, mais c'est de plus en plus, je veux dire, les choses se remettent quand même à l'endroit. Laurence Rossignol, clairement, a vraiment diffusé des informations pour dire que on ne devait plus avancer ce syndrome d'aliénation parentale. Et puis... bien entendu, je peux pas dire qu'il y a une garantie absolue que le signalement soit efficace, etc. Mais il faut le faire. Enfin, je veux dire que il y en a pas assez. C'est-à-dire que les médecins sont à l'origine que de 5% des signalements, alors que ils sont en première ligne pour faire les signalements. C'est eux qui peuvent vraiment beaucoup plus le faire. Donc, il faut vraiment que ça change là-dessus et qu'ils soient formés. Mais pour ça, il faut les former. Et là, on n'est pas encore, on est très, 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 très loin du compte par rapport à la formation de tous les professionnels. Isabelle, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, tout à fait. C'est vrai que les médecins ne signalent pas parce qu'effectivement, ils sont pas protégés. La haute autorité de santé, et ça peut être intéressant comme outil, a rédigé des recommandations pour les médecins pour les aider à dépister et à signaler et à protéger les enfants victimes d'inceste. Ces travaux ont été réalisés suite à notre saisine en 2010 du ministère de la Santé. Et je pense que c'est intéressant de diffuser cet outil parce que c'est vrai que les médecins qui sont, comme le dit Muriel, en première ligne, ont peur de signaler parce qu'ils ont peur des représailles.
que ce soit au niveau de leur cabinet, que ce soit au niveau de l'ordre, que ce soit... et puis le problème aussi, c'est qu'ils ne travaillent pas en réseau. Donc, une fois qu'ils ont dépisté, je dirais, un enfant potentiellement victime, eh bien, comme ils ne sont pas formés et qu'ils ne travaillent pas en réseau, ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est vrai que la formation, nous, c'est une de nos principales propositions. La formation initiale et continue est indispensable et actuellement, elle n'existe pas. Et alors, France. Eva aussi, j'aimerais bien que vous... allez-y. J'ai participé il y a 2 semaines à une formation de gynécologue par rapport aux violences faites aux femmes au CHU de Grenoble. Et effectivement, ça me semble intéressant que les médecins soient vraiment formés. Et je veux dire que je connais aussi très bien Catherine Bonnet, qui a payé très cher d'avoir signalé des problèmes de violence sexuelle sur des enfants. Elle a été attaquée par le Conseil de l'Ordre, elle a perdu son travail, etc. C'était il y a déjà pas mal d'années. Mais je pense que beaucoup de questions ont été posées autour de ça parce que c'est vraiment angoissant, effectivement, pour les médecins de signaler. Et je pense que encore ils ne sont pas encore tout à fait protégés, même s'il y a il y a quand même de très grands progrès qui ont été faits. Oui, parce que dans la loi, en fait, à part les médecins hospitaliers, comme on en parlait tout à l'heure, les médecins ne sont pas protégés s'ils font un signalement. Parce qu'il faut bien différencier le signalement, qui est un acte professionnel, et le fait d'avertir le 119, par exemple, si vous êtes un voisin et que vous avez des inquiétudes par rapport à un enfant, qui peut être fait même anonymement et qui est un acte que tout le monde peut faire. Le signalement, ça se fait pas n'importe comment. Et Catherine Bonnet, avec qui on a milité pendant plusieurs années pour l'obligation de signalement, et on la soutient toujours, en fait, elle était au tout début elle faisait partie des premières à rédiger des signalements. Et pour ne pas les avoir rédigés exactement comme il fallait, en bonne et due forme, elle a été attaquée, des confrères comme elle. Donc ça a aussi généré des peurs. Donc voilà. Et quand on sait que les médecins sont les principaux concernés, je pense que il faut qu'on soutienne. Il y a une pétition actuellement en cours qui a été d'ailleurs lancée par Catherine Bonnet. Il y a pour que les médecins soient protégés quand ils signalent et qu'on change la loi. Et ça, c'est vraiment tout le monde peut s'y mettre pour signer cette pétition. Je pense que c'est concret, ça. Alors, on pourra peut-être mettre le lien quelque part. On pourra mettre le lien et sans dramatiser, c'est vrai qu'il y a quand même un danger réel pour les personnes de faire ces signalements, puisque récemment, il y a une psychologue, Morgane Novellers, qui a été tuée par un homme qu'elle s'apprêtait à signaler à la justice. C'était à Annecy, je crois. Oui, Muriel. Oui, et je voulais vraiment vraiment dire à quel point c'était important effectivement de travailler beaucoup plus en réseau. Je voulais rebondir sur ce que disait Isabelle, parce que c'est très difficile pour des professionnels isolés. C'est pour ça qu'il y a plus de signalements à l'éducation nationale, par exemple, parce qu'ils travaillent en réseau en fait à l'intérieur de l'éducation nationale avec le service médical, avec le service social. Enfin, ils sont entourés, et que les médecins hospitaliers aussi, du coup, ils sont bien confortés, donc ils font aussi des signalements. Mais pour tout ce qui est médecins, tous les paramédicaux, toutes les professionnels de santé et de soins, les puéricultrices, les sages, tous les autres professionnels, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont isolés, et il faudrait qu'il y ait des réseaux, un peu comme il y a des réseaux de périnatalité, par exemple, pour prendre en charge la fin de grossesse et tout ce qui est les nouveau-nés. Il faudrait ça existait à un moment donné, mais ça n'existe plus. Il faudrait qu'il y ait des réseaux
par rapport à des prises en charge pour que les médecins puissent s'appuyer aussi sur d'autres professionnels. Et puis du coup, si par exemple ils ont un peu peur parce qu'ils savent pas trop, même si on peut télécharger maintenant des signalements, enfin par exemple le Conseil de l'ordre, l'HAS et tout ça donne des outils, même l'ARS maintenant en donne, mais qui puissent aussi faire, ou qu'on puisse faire des signalements groupés avec d'autres professionnels qui soutiennent. D'ailleurs, du coup, ça pourrait permettre certainement beaucoup plus de signalements du côté du corps médical. Et puis, il faut qu'ils soient informés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent effectivement connaître la réalité des violences sexuelles sur les enfants, de l'inceste, connaître les conséquences, pouvoir dépister les conséquences psychotraumatiques, et soigner les enfants, parce que je veux dire, là on n'a pas encore parlé du soin, mais je veux dire, on est extrêmement en retard sur la prise en charge. Donc il faut qu'il y ait une prise en charge qui soit vraiment en réseau. Alors c'était notre but aussi avec les centres du psychotrauma. Donc j'espère qu'ils vont se développer sur ce registre-là, sur le travail en réseau avec les professionnels qui entourent ces centres. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment bien mis en place. Nous, dans notre cahier des charges qu'on avait pensé pendant tout le travail qu'on avait fait, on avait fait un groupe de travail sur ces centres-là. C'est comme ça qu'on avait pensé les choses, c'est-à-dire de pouvoir épauler. Et moi, pendant plusieurs années, j'avais eu une subvention pour créer un numéro pour les médecins qui pouvaient appeler quand ils avaient des dossiers compliqués, qui savaient pas trop comment faire. Et du coup, pour eux, c'était vraiment important d'avoir un autre médecin au bout du fil. Parce que quand ils appellent le 119, le 3919, et qu'ils n'ont pas de personnes qui sont médecins, du coup, ils ont l'impression qu'ils sont pas compris aussi dans leurs problématiques, qu'ils sont pas entendus. Ils auraient besoin vraiment de pairs à eux, PAIA, pour vraiment les épauler. Et alors, je voudrais aussi que Eva, vous nous parliez de quelque chose que vous m'avez raconté avant la conférence. Je pense que ce qui fait peur aussi aux gens dans le fait de se préoccuper des gens autour d'eux, des enfants autour d'eux, c'est que pour plein de raisons qu'on aborde un peu dans le podcast, c'est que c'est très difficile à entendre, et parfois c'est vrai que c'est difficile de contenir ces récits en soi et de recueillir la parole des autres. Et Eva, vous m'avez raconté que à un moment donné, vous aviez trouvé une forme de mécanisme, enfin je ne sais pas si on peut dire que vous l'aviez trouvé ou que votre corps et votre cerveau vous l'ont imposé, mais de trier un petit peu les témoignages que vous entendiez. Oui, en fait, je pense que ça bouleverse énormément de recevoir un témoignage surtout d'inceste, je pense. Et donc ça remet, c'est l'impensable, donc on est mis devant cette situation. Et c'est douloureux pour la personne qui écoute. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord même tout à fait d'accord pour tout ce que vous dites sur la nécessité du réseau. En fait, je pense que quand on a reçu un témoignage d'inceste ou de violence sexuelle de la part d'un enfant, ce qui est important, c'est de pas rester seul. Et c'est d'en parler autour, de trouver d'autres personnes. Et ce qui s'est dit là à Grenoble, là au CHU, c'est qu'effectivement, ce qui était important, c'est de faire des réseaux locaux, de connaître d'autres professionnels qui seraient d'accord pour créer ce réseau dont vous parlez. Et alors, donc, ce dont je vous ai parlé, c'est plutôt quand on travaille dans les associations et qu'on reçoit énormément d'histoires d'inceste. Moi, à l'époque où j'ai commencé, dans la mesure où personne n'en parlait et qu'il n'y avait pas de lieu de parole pour recevoir ces témoignages. Donc, à SOS Inceste, on était sans arrêt envahi de lettres, de coups de téléphone, de personnes qui venaient, etc. Et en fait, moi, j'avais toujours dit que je commençais à lancer le débat et après, je m'en irais pour vivre ma vie. Mais en fait, on est pris dans la nécessité d'écouter, dans tout ce qui arrive et tout ça. Et au bout d'un certain temps, déjà, je m'exerçais à ne pas garder les histoires dans ma tête, comme une sorte d'hygiène mentale, à oublier après tout ce qu'on m'avait raconté pour pouvoir vivre. Parce qu'à cette époque-là, je vous dis, dès que j'allais quelque part, on me racontait une histoire d'inceste. Et en fait, au moment où j'ai décidé de partir, en fait, je me suis rendu compte que mon corps m'envoyait des messages, à savoir que quand on me racontait pour la énième fois une histoire d'inceste,
mes oreilles n'entendaient plus ce que les gens disaient, ce que la personne disait. Et c'est quand on parlait d'autre chose qu'à nouveau j'entendais. Et alors là, je me suis dit, là, attention à toi, j'ai senti que c'était ma limite. Enfin, c'était, à cette époque-là, c'était ma limite. Et qu'il fallait que j'arrête. Parce que j'étais même plus, comment dire, quand il y a un excès d'horreur à entendre comme ça tout le temps. Je pense que le corps se défend très très bien. D'ailleurs, moi, je pense que ça a été mon corps m'a beaucoup aidé dans les somatisations que j'avais, etc., pour me frayer un chemin vers la vérité et vers tout ce que j'ai fait, l'écriture, etc. Et donc, c'est pour dire que au bout d'un certain temps, si on ne fait pas attention, à la limite, on ne devient plus compétent. Et alors, j'aimerais bien qu'on parle maintenant des personnes qui sont d'anciennes victimes, qui sont des femmes ou des hommes adultes aujourd'hui. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis la sortie du podcast de personnes qui n'en ont pas encore parlé, qui peuvent avoir 20 ans comme elles peuvent avoir 60 ans, et qui se demandent, est-ce qu'il faut forcément en parler, et pour certaines, les souvenirs sont remontés à l'écoute du podcast ou de conversations récentes avec des proches ou à cause du fait qu'elles ont été exposées à des médias, des récits, etc. Est-ce que toutes les trois vous pensez que c'est forcément important d'en parler, par exemple à un professionnel, et est-ce que, qui est une autre question entièrement, est-ce que c'est important d'en parler à la personne, à l'agresseur, s'il est encore en vie et s'il est encore dans votre vie? Je pense que c'est très important d'en parler parce que on ne peut pas vivre sans assumer son histoire. Et donc, moi, je me suis bien rendu compte que c'est en écrivant mon histoire, en l'écrivant jusqu'au bout et en l'assumant socialement que je me suis retrouvée complètement entière et moi-même. Et que j'ai pu continuer ma vie sans avoir toutes les conséquences de traumatisme dont parle Muriel. Et je pense que, par contre, c'est à chaque personne de le faire à son rythme, comme elle le veut, comme elle le peut, et auprès de qui elle est à l'aise, quoi. Soit avec un thérapeute, soit avec un médecin, soit avec des amis, enfin, je veux dire que c'est à chacune de construire son chemin de parole et son chemin de réparation. Je sais pas ce que vous en pensez, Isabelle. Je pourrais rajouter quelque chose. Je suis d'accord avec toi, Eva. Je rajouterais aussi que dans les premiers groupes de parole qu'on a fait, on avait le thème révéler l'inceste à son entourage, parce que spontanément, les victimes ont cette envie d'être de la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu au sein de la famille, et elles vont vouloir en parler au sein de la famille, et parfois ça peut être violent. C'est souvent très violent, oui. Donc oui, le retour de manivelle peut être violent. Donc on avait écrit ce petit livre à partir de la parole des victimes, pour qu'elles disent comment elles s'y sont prises, à quel moment et à qui, et enfin quels ont été à chacune leur chemin. Et c'est vrai que s'il y a une constante, c'est bien qu'il faut se respecter soi-même et en parler quand on est prêt. Et souvent, c'est vrai, naturellement, on a envie d'en parler quand on est stabilisé dans sa vie, parce qu'on sent aussi que il va y avoir un travail dans le fait d'en parler. Voilà, va y avoir un travail psychologique, mais il va y avoir aussi un travail vis-à-vis de la famille, voire même ça peut aboutir sur une plainte, hein, parce que c'est la question qui peut se poser s'il n'y a pas prescription. Est-ce que je porte plainte? Est-ce que je porte pas plainte? Oui, je suis d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça que les groupes de parole, pour proches de victimes, ça peut être intéressant, parce que justement, ils sont tous, les gens de la famille autour et les amis, etc., sont perturbés par cette parole qui dérange tout le monde. Et en fait, il y a une nécessité de travail, pas seulement pour la victime, mais aussi pour les gens autour, parce que ça va déstabiliser complètement leur fonctionnement.
familiale en particulier. Et en parler à l'agresseur, c'est une question aussi, parce que on voit bien que plusieurs victimes expliquent qu'elles en ont parlé à l'agresseur. Certains ont même reconnu les faits. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une façon d'en parler à l'agresseur et alors souvent le premier truc qu'on a tendance à faire, c'est la réunion de famille. Et finalement, ça peut se retourner souvent contre la victime. Contre la victime. Et avec le temps, ce qu'on s'est aperçu, c'est ce qui fonctionnait assez bien, c'est d'introduire un tiers qui n'est pas partie prenante, qui fait pas partie de la famille, que ce soit un médecin, que ce soit un ami, un conjoint, quelqu'un qui va pouvoir être le témoin neutre, qui pourra restituer à la victime ce qui s'est échangé. Et ça, c'est très important parce que dans les familles incestueuses, il y a souvent des échanges qui tendent à inverser les rôles et à rendre l'autre fou. Oui, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il faut forcément en parler à sa famille quand c'est une famille incestueuse, ou est-ce qu'il faudrait rompre les liens et simplement partir si c'est une famille toxique quand on est une personne adulte, je veux dire. En fait, je pense qu'il n'y a pas de il faut. Là, je pense qu'on a beaucoup d'instinct pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Moi, c'est grâce à un de mes compagnons que j'ai demandé à mes parents, à mon père, de me dire ce qu'il m'avait vraiment fait, puisque j'étais encore en train de chercher la mémoire. J'avais pas retrouvé toute la mémoire de ce qu'il m'avait fait. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une lettre d'aveu de mon père où il me demandait pardon. Et je pense que ça a été pour moi un grand progrès après, parce que je pouvais m'appuyer sur ces vérités-là, alors que jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours l'espoir que peut-être c'était pas vrai, c'était un rêve, etc. Et en fait, à partir de là, c'était clair, et surtout, ça m'a énormément aidé, j'ai pu reprendre une relation avec lui, correcte, je sais pas comment dire, à partir de la vérité. Et c'est complètement différent quand ça s'est dit, que tout le monde le sait dans la famille. Moi, tous mes frères et sœurs ont reçu mon livre, mes parents, etc. Donc là, à partir de là, j'ai pu retrouver des relations normales avec eux et affectueuses, etc. Mais avant, il y avait une sorte, c'était pas possible. Ça me rendait malade. Quand j'allais chez mes parents, je revenais malade. Parce que je pense que cette vérité-là, elle ne peut pas rester enfouie éternellement. Il faut absolument qu'elle sorte. Et c'est aussi, le faire, c'est aussi un cadeau qu'on fait aux frères et sœurs, à toute la famille, que enfin les choses soient dites et que donc les relations se remettent en route, mais dans la vérité et dans la clarté. Muriel Salmona. Oui, alors moi je voulais quand même rappeler, puisque ça on l'a pas redit, qu'il s'agit de crimes et de délits extrêmement graves. Qui fait partie des crimes et délits les plus graves. Les violences sexuelles sur les enfants, les viols en tant que crime et les agressions sexuelles en tant que délit très grave. Que c'est considéré par l'Europe comme des actes cruels, dégradants et inhumains, que c'est considéré de plus en plus au niveau international comme des tortures, et que du coup c'est des violations graves à l'intégrité des personnes. Et que d'une certaine manière, quand on a subi ça, c'est comme quand on a subi des violences extrêmement graves, il y a une nécessité à la fois d'être reconnu comme victime, d'être prise en charge, et on a des droits. C'est-à-dire que ça ouvre à des droits au niveau de la société, des droits à des prises en charge, à des réparations. Par exemple, à partir du moment où on a subi des violences sexuelles dans l'enfance, on a droit à une prise en charge à 100% en ALD au niveau médical. On peut avoir droit à des réparations, même si les faits sont prescrits. On peut on peut faire une plainte civile et on peut avoir droit à des réparations et ça a des conséquences psychotraumatiques très lourdes, extrêmement lourdes et vraiment à distance. Donc, à partir du moment où on a subi ça, je veux dire qu'il y a une nécessité de la société d'accompagner, c'est une obligation des États, non seulement théoriquement de prévenir ces violences, mais aussi d'accompagner les victimes et de les soigner et de leur donner
des réparations. Je veux dire que c'est une perte de chance d'avoir subi des violences sexuelles et de devoir survivre seul. Je veux dire que ça a des conséquences psychotraumatiques. Donc déjà, c'est une question médicale. C'est un facteur de risque très important sur la santé. Donc déjà, c'est nécessaire théoriquement d'avoir une prise en charge médicale, d'avoir un bilan, de voir, de pouvoir faire des liens entre. Mais ça, c'est parce que vous avez subi ça. Et souvent, du coup, il y a plein de choses qui vont permettre de réparer toutes ces séquelles et toutes ces conséquences de ces violences. Donc il y a cet élément-là. Il y a l'élément aussi du droit national et international, où des auteurs de ces violences-là, normalement, doivent rendre des comptes, et que malheureusement, on a la prescription. Nous, on demande aussi la prescriptibilité. Je milite pour l'imprescriptibilité, ou la levée de la prescription en cas d'amnésie traumatique ou de crimes sériels. Mais même si les faits sont prescrits, on peut porter plainte. Ça, faut le rappeler. On a le droit de porter plainte, et il peut y avoir une enquête pour rechercher s'il y a d'autres victimes. Très fréquemment, il y a, enfin, ça apparaît d'ailleurs dans vos podcasts, il y a beaucoup d'autres victimes. Et que du coup, une enquête, ça permettra de voir s'il n'y a pas d'autres victimes, s'il n'y a pas des victimes pour lesquelles les faits sont pas prescrits, ou s'il n'y a même pas des victimes actuelles. C'est-à-dire, un père, un grand frère peut devenir un père qui a fait des victimes, peut devenir un grand-père qui a fait des victimes, et au final, il peut y avoir encore des petits-enfants qui subissent, même 30 ans, 40 ans après. Donc il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension, c'est pas réduit à la personne, c'est aussi toute la société qui doit s'en préoccuper, et qui doit aussi réagir et agir et permettre, et les victimes ne doivent pas rester seules. Alors par rapport à la question de est-ce qu'il faut que je confronte l'agresseur. Il faut savoir qu'un agresseur, c'est quelqu'un qui a une stratégie, qui sait ce qu'il fait, et qui va aussi possiblement énormément manipuler. Que être confronté à quelqu'un qui a commis des violences et qui vous a traumatisé, c'est se retraumatiser aussi. Et du coup, dans le traumatisme, il y a ce qu'on appelle une dissociation traumatique qui est liée à une réaction traumatique importante, qui fait qu'on se retrouve anesthésié pour survivre. Et que du coup, c'est un piège, parce que du coup, on peut avoir l'impression qu'on peut se confronter l'agresseur, que finalement ça va pas si mal, que même on ressent pas grand chose, alors qu'en fait on est très traumatisé. Donc il faut là aussi faire très très attention, et on sait que c'est pour ça nous on fait très attention par rapport aux procédures judiciaires, que les enfants soient pas confrontés avec l'agresseur. C'est-à-dire que être confronté à son bourreau, c'est pas rien. Et puis il y a vraiment la nécessité d'être soutenu, d'être aidé. Ça, je rebondis sur tout ce qui a été dit. Il y a aussi, on en a pas parlé, il y a le collectif féministe contre le viol aussi, où ils ont des groupes de parole, où ils peuvent donner aussi pas mal d'éléments, permettre de discuter. Ça peut être utile, par exemple, de téléphoner à la plateforme sur les violences sexuelles et sexistes pour discuter avec des policiers, pour savoir ce qui est possible de faire. Est-ce que les faits sont prescrits ou pas? Parce que c'est pas toujours évident de savoir s'ils sont prescrits ou non. Et puis de savoir comment on peut espérer qu'il y ait quand même une enquête. Et alors j'ai reçu une question par mail sur Louis que j'ai trouvée très intéressante, de quelqu'un qui pour les raisons qu'on explique dans le podcast liées à la mémoire traumatique, a été agressée par son frère quand elle était petite et ne s'en souvenait pas du tout. Elle a reconstruit une relation avec son frère. Elle dit voilà, j'ai maintenant une bonne relation avec mon frère, nous sommes proches et nous nous voyons souvent. Pendant 15 ans, on a fait comme si ça ne s'était jamais passé, j'ai oublié, et notre relation actuelle s'est construite sur cet oubli. Mais maintenant que j'ai pris conscience du problème, je ne sais pas comment vivre avec. Comment faire lorsqu'on doit continuer à vivre avec la personne qui nous a fait subir cet inceste? Qu'est-ce qu'on fait d'une situation pareille, par exemple? Il faut être vraiment très 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 prudent, parce que c'est très très je veux dire que le trauma est vraiment très important dans les violences sexuelles. Il peut générer, comme je vous l'ai dit, cette anesthésie émotionnelle. On peut avoir l'impression que, en fait, on supporte les choses. Vous savez, c'est la problématique. On sait, par exemple, les violences sexuelles dans l'enfance, c'est un facteur de risque de se retrouver en situation prostitutionnelle, et où des personnes prostituées qui peuvent penser que, en fait, elles peuvent supporter bien des situations, alors que simplement c'est parce qu'elles sont traumatisées que c'est possible, et que quand elles sortent de là, c'est à ce moment-là, c'est que toutes les souffrances les envahissent. C'est pour ça que
quand un enfant reste avec, c'est la problématique de l'inceste, c'est que dans la problématique de l'inceste, on reste en contact avec l'agresseur. Donc on est dans une survie, le cerveau se met en processus de survie, en dissociation, en anesthésie, et du coup, il fait que on est un peu automate, on avance, ça a l'air d'aller, mais si aussitôt qu'on n'est plus en contact, c'est à ce moment-là que les souvenirs reviennent, que c'est le processus d'amnésie traumatique dissociative. Dans l'inceste, c'est vraiment très fréquent, hein, c'est de plus de 50% des enfants vont développer des troubles psychotraumatiques avec amnésie traumatique. Et être anesthésié émotionnellement, c'est avoir un processus d'atteinte au niveau neurologique, au niveau physique très important, et ça les met en danger. Avoir subi des violences, c'est le facteur de risque principal d'en subir à nouveau du fait de cette dissociation traumatique qui va faire qu'on va supporter l'insupportable. Donc il faut faire très 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 attention. Il faut vraiment qu'il y ait une évaluation. Et souvent on va demander conseil à son médecin pour savoir est-ce qu'on va bien, on fait le bilan, etc. Ben, là c'est pareil. Il faut qu'il y ait un professionnel qui dise un petit peu ce qu'il en est, qui voit exactement comment les risques que ça peut comporter. Si je résume, vous me dites si je résume bien, il vaut mieux quand même ne pas être en lien avec son agresseur. Absolument. Enfin, c'est des crimes très graves. Être en contact avec son bourreau, c'est une catastrophe. C'est les problèmes aussi qu'on a. Moi, je travaille avec Denis Mukwege et là, on le voit avec tous les massacres et les viols systématiques. Je veux dire, c'est une catastrophe pour la population de continuer à être en contact du fait même de l'impunité avec tous les bourreaux. Eva Thomas, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que quand même quelque chose qui m'a réparé énormément, c'est d'avoir, après le procès de Saint-Brieuc, où j'ai participé à ce procès pour défendre Claudine, qui avait parlé à visage découvert aussi à une émission de télévision. Et en fait, son père a porté plainte en diffamation. Et effectivement, à cette époque-là, elle a été condamnée avec François de Closets, etc. Et moi, j'ai participé à ce procès pour défendre Claudine en tant que témoin. Et après, je me suis vraiment effondrée. Et j'ai trouvé, je me disais, c'est la justice, c'est l'injustice que j'ai vue. C'était vraiment tellement tout à l'envers ce jour-là. C'est-à-dire le procureur défendait le violeur, le père de Claudine, et Claudine était au banc des accusés avec François de Closets. Et donc la justice était totalement à l'envers. Donc moi, je me suis dit, pour m'en sortir, je veux chercher une solution judiciaire. Donc, j'ai demandé un changement de prénom parce que mon père m'avait violée et que je ne pouvais plus être la fille de mon père, etc. J'avais fait tout un argumentaire et en fait, j'ai effectivement été acceptée. Le changement de prénom a été accepté. Et en fait, après quand j'ai eu mes nouveaux papiers d'identité, je me suis, je me suis remise debout, mais de façon extraordinaire, et c'est à ce moment-là que j'ai écrit le deuxième livre sur la fonction symbolique de la loi, qui s'appelle Le sang des mots, où j'explique en fait cette histoire-là, mais en fait combien c'est important d'aller en justice et de demander ce que disait Muriel, d'être reconnue victime pour pouvoir quitter cette place de victime et vivre sa vie après. Et après, on peut vraiment vivre sa vie, et pas la survie. Et alors, j'ai aussi beaucoup de questions de personnes. J'aimerais bien rajouter quelque chose. Allez-y, Isabelle. Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la justice, effectivement. Mais la justice passe, mais comme tu disais tout à l'heure, Eva, la vérité est aussi importante parce que moi, par exemple, bien que mon père ait été condamné, j'ai souhaité le revoir après sa sortie de prison. Parce qu'il y a quelque chose dans l'inceste qui est extrêmement grave, et c'est comme ça que je définis la gravité de l'inceste, et que je l'appelle le crime de lien, parce que ce qu'on perd avant tout dans l'inceste, c'est sa famille. Et pour moi, bien que mon père ait été condamné, qu'il ait reconnu les faits, etc., c'était extrêmement difficile de perdre ma famille. Donc j'ai revu mon père pour voir si cet homme-là était vraiment repentant, s'il avait pris conscience de ce qu'il avait fait, du mal qu'il m'avait fait, s'il reconnaissait son crime vraiment, et si je pouvais à nouveau avoir un père. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et après cela seulement, j'ai pu rompre définitivement les ponts.
voyez, donc j'ai dû faire mon chemin personnel pour faire ce deuil, parce que finalement, l'inceste, c'est bien souvent et malheureusement le deuil de sa famille. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que les choses peuvent être différentes pour certaines personnes. Oui. Et enfin, même pour toutes, il faut inventer son chemin d'une certaine façon. Et avec la famille qu'on a aussi, et avec. Enfin, je pense que là, il y a une très grande ouverture à avoir, et je pense qu'il n'y a pas d'autoroute. Voilà, pour construire son rétablissement. Son rétablissement. Voilà, personnel, ouais. Moi, je suis. On parle pour les adultes, hein. Oui, on parle des adultes qui. Oui, on parle des adultes qui essayent de se réparer après cette histoire-là. Et heureusement, quand même, on peut vivre sa vie après. Et j'ai aussi reçu beaucoup de questions de la part de personnes qui se sont reconnues dans certains éléments du podcast, notamment par exemple par rapport aux phobies d'impulsion, par rapport aux pertes de mémoire. Est-ce que ces personnes-là se demandent si il leur est arrivé quelque chose et qu'elles ne s'en souviennent pas et qu'elles n'arrivent pas, à cause des enjeux de la mémoire traumatique, à se souvenir? Quoi leur conseiller et comment savoir si elles ont été victimes d'inceste ou d'agression dans leur enfance, dans leur passé? Alors, je peux répondre. Je veux dire que ce sont des symptômes. Enfin voilà, ce sont des symptômes qui s'appellent donc des phobies d'impulsion, des souffrances, etc. Il faut faire un bilan, faut évaluer et puis il faut regarder, faut étudier tout ce qu'il y a autour, tout ce que la personne aussi a pu identifier parce que très fréquemment les personnes qui ont des amnésies traumatiques, elles n'ont pas des amnésies traumatiques complètes. Elles ont des situations bizarres qui leur est arrivé, puis d'un seul coup un trou noir. Elles se sont toujours dit qu'il leur était arrivé quelque chose. C'est dans leur tête, mais elles savent pas, ou elles se disent que non, mais c'est peut-être moi qui me raconte des histoires. Il y a plein d'éléments comme ça qui permettent aussi après de pouvoir élaborer, d'identifier un petit peu ce qui se passe, et de permettre de voir si effectivement il y a des éléments qui permettent d'identifier ce qui a pu se passer. Alors juste, je voulais dire que par rapport à la mémoire traumatique, donc dans l'inceste, c'est encore plus fréquent parce que justement l'enfant est confronté continuellement à l'agresseur, donc du coup le processus de survie de son cerveau, des mécanismes de sauvegarde sont continuellement enclenchés et du coup ça peut durer longtemps tant qu'il y a un contact, et le plus souvent la mémoire revient quand on n'est plus du tout en contact ni avec l'agresseur, ni avec les circonstances de l'agression ou le système agresseur qui a entouré cette agression. Et c'est à ce moment-là que les choses reviennent, et le plus souvent, elles reviennent comme ça, brutalement, parce que la personne n'est plus dissociée, et ça peut être très violent. Donc aussi, ça peut être aussi utile de pouvoir consulter avant qu'il y ait un retour brutal, parce que si ça commence, s'il y a des éléments pour s'éviter aussi des situations de souffrance importantes, pour que les choses se passent vraiment pas à pas et de façon tout à fait contrôlée. En tout cas, toutes les études internationales montrent qu'il y a au moins 40% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance qui développent une amnésie traumatique plus ou moins longue, et plus les violences ont eu lieu tôt, plus elles ont été répétées, et plus il s'agit de membres de la famille, donc de violences sexuelles incestueuses, plus les amnésies traumatiques sont fréquentes. Alors, il nous reste que quelques minutes et je sais qu'on n'a pas pu aborder tous les points et toutes les questions. Je suis désolée, elles sont très nombreuses, mais je voudrais que vous me disiez toutes les trois tour à tour ce que vous voudriez voir changer politiquement. Est-ce que vous attendez à la fois des assises qui sont prévues pour novembre par le gouvernement sur les violences faites aux enfants, et puis plus globalement ce qui est pour vous primordial, on l'a un peu abordé, hein, c'est la formation, c'est la prévention. Mais concrètement, globalement, que ce soit sur le plan juridique, sanitaire, qu'est-ce que vous voudriez voir changer politiquement ? Alors en ce qui concerne l'AIVI, depuis 2004 déjà, nous militons pour la mise en place d'un plan
d'un plan à l'instar du plan qui existe sur les violences faites aux femmes, c'est-à-dire un plan qui est un budget, qui est une stratégie, qui est des moyens. Et donc pour cela, nous avons rédigé 30 propositions de prévention. Je vais pas vous les lister parce que ce serait trop long, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient sur les soins, la formation, etc. C'est absolument pas nouveau. On propose ça depuis 2004 et on espère que elles vont être entendues, elles vont être prises en compte et que du budget va être dégagé. Parce que pour l'instant, malheureusement, le secrétaire d'État n'a pas de moyens. Monsieur Taquet, il a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et on espère aussi qu'il prononcera le mot inceste dans la mission qu'il va mettre en place là sur les violences intrafamiliales. Parce que c'est un mot si vous remarquez bien, c'est un mot qu'on ne prononce pas. On tourne autour de ce mot, mais on ne le prononce pas. Et que le gouvernement le prononce, ce serait déjà un grand pas. Ce serait bien. Alors, je voulais juste. Alors, c'est vrai que le 2 mars 2017, avec le premier plan de lutte triennal contre les violences faites aux enfants, on avait enfin parlé de l'inceste et on avait du coup prévu de développer des études, de développer en tout cas des actions pour lutter contre l'inceste. Mais ça, c'est malheureusement, il y a eu un changement de gouvernement et c'est tombé un petit peu lettre morte, alors que les choses avaient été quand même enfin dites. Alors, moi aussi, j'ai fait, notre association a fait un manifeste pour lutter contre l'impunité et qui passe par, bien entendu, la prévention, la formation, le dépistage systématique, ça on en a parlé, et puis le changement de loi aussi. Il s'agit de changer les lois. Et alors, du coup, là aussi, on attend un retour de rapport sur la loi Schiappa de 2018 où on n'a pas obtenu la mesure phare que l'on voulait et que presque tous les pays ont, qui est un seuil d'âge. Donc à nous, alors du coup, ce qu'on demande avec Avivi et tout ça, c'est un seuil d'âge à 15 ans en dessous duquel un enfant ne peut pas du tout, enfin qu'il y a un non-consentement établi de l'enfant, que du coup on ne peut pas demander ça et que de toute façon il n'y a pas à rechercher ni la violence, ni la contrainte, ni la menace, ni la surprise qui qualifie normalement les crimes de viol ou les délits d'agression sexuelle. Et puis à 18 ans, en cas d'inceste justement, ou en cas de situation de handicap, de particulière vulnérabilité ou de personnes ayant autorité. Donc ça, on espère avoir des éléments. Et puis la levée de prescription. Donc levée de prescription en cas d'amnésie traumatique, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire que c'est totalement injuste de pas pouvoir porter plainte parce qu'on n'était pas en capacité de le faire parce qu'on n'avait pas accès à tous les éléments pour pouvoir porter plainte. Et puis aussi en cas de crime sériel, ça c'est la problématique par exemple on le voit avec l'affaire Le Squarnec où il y a toute une partie des victimes qui vont pas pouvoir porter plainte pour des mêmes faits avec un même auteur parce que les faits sont prescrits. Et là, la prescription n'a aucun sens. Donc, et puis, bien entendu, on voudrait l'imprescriptibilité et le fait que les droits des victimes soient respectés, que vraiment les droits d'accompagnement, de réparation. Je veux dire, un viol, c'est considéré comme un crime, comme un des crimes les plus graves au niveau international, en droit international. Or, les réparations qui sont obtenues sont ridicules par rapport à la gravité des faits et aux conséquences. Puis bien entendu le soin. Enfin, on a nous aussi beaucoup de revendications. J'espère que le fait qu'il n'y ait pas je finis là-dessus, mais le fait qu'il n'y ait pas de seuil d'âge, c'est d'une cruauté et c'est vraiment totalement inhumain. C'est-à-dire qu'on considère que finalement, un enfant peut être un objet sexuel pour un adulte finalement. Alors bien entendu, on considère que c'est interdit en dessous de 15 ans ou en dessous de 18 ans avec personne ayant autorité, mais c'est pas un viol, c'est pas un crime, c'est pas un délit d'agression sexuelle, mais c'est simplement une atteinte sexuelle et que du coup on considère qu'il n'y avait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise. Alors que bien entendu qu'il y a tout ça forcément dans les violences sur les enfants et que les enfants, il doit y avoir des crimes spécifiques pour les enfants avec voilà. Donc on espère cet ensemble-là et qui est beaucoup plus d'informations. Aussi, parce que là on n'en a pas parlé, mais l'information est essentielle en termes de prévention et qu'on en parle
que vraiment ce mot-là soit et que les chiffres et que la réalité de ces violences exercées avec cette ampleur-là soient enfin connues. Bon, alors moi aussi, depuis 2004, avec un petit groupe à Grenoble, on essaye de faire passer une loi spécifique qui interdise toute violence sexuelle aux mineurs, contre les mineurs, parce que, en fait, comme le disait Muriel, c'est évident qu'on marche sur la tête quand on parle de consentement avec des mineurs de moins de 15 ans. Donc, je pense que tout le monde dit la même chose. Je pense qu'on arrivera peut-être enfin à faire au moins passer cette loi. Est-ce que je peux juste rajouter un élément? Ce qu'on voudrait aussi pour lutter contre l'impunité, c'est qu'il y ait des commissions pluridisciplinaires qui viennent reprendre des dossiers, qui puissent vraiment lutter contre les injustices à répétition que subissent les victimes, pour reprendre tous ces dossiers qui sont classés sans suite. Sous prétexte effectivement de non qualification des faits. C'est-à-dire qu'on change quelque chose dans le cadre de l'impunité. C'est-à-dire qu'on lutte vraiment contre l'impunité. Merci beaucoup pour ces suggestions et ces propositions. Je vous mets aussi en lien, ce sera sur le site de Louis, et là c'est présent dans notre conversation, des livrets qui ont été faits par Bayard, qui est un éditeur jeunesse, pour pouvoir échanger avec les enfants autour des violences sexuelles, pour les aider à parler. Donc il y a différentes choses qui ont été mises en place que vous pourrez retrouver sur le site de Louis. Andrea Bescon, qui est la réalisatrice du film Les Chatouilles, qui aborde aussi la question des violences sexuelles sur les enfants, a sorti aussi des livres récemment qui permettent d'être des outils pour les familles, pour échanger avec les enfants. Donc je vous invite aussi à regarder ça. Et puis sur le site de Louis, vous retrouverez aussi les références de l'AIVI, de l'association fondée par Muriel Salmona, de SOS Inceste et d'un certain nombre d'autres associations. Vous retrouverez aussi toute la bibliographie que moi j'ai utilisée pour produire Ou peut-être une nuit. Donc vous pourrez y retrouver des livres, des articles qui peut-être pourront vous aider. Et voilà, peut-être vous redire aussi le 119 et donc d'appeler la police si vous avez connaissance de violences faites sur les enfants autour de vous. Et la plateforme violence sexiste et sexuelle qui est vraiment importante en fait. Voilà. C'est nouveau et il faut l'utiliser. D'accord. Et puis je veux remercier une dernière fois la Fondation Kering, grâce à qui on a pu organiser cette table ronde que vous retrouverez donc en enregistrement dans le flux d'Injustice en podcast. Merci à vous trois, Muriel Salmona, Isabelle Aupry et Eva Thomas. Et merci à tout le monde d'avoir passé un bout de votre samedi après-midi avec nous pour réfléchir à ces questions-là et essayer de trouver des outils concrets. Voilà. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Charlotte. Au revoir.